Bonsoir. Moi, c'est Hélène. J'ai 22 ans, je suis étudiante et je suis une femme ordinaire. Pourtant, ça n'a pas empêché de partir à l'aventure, seule. Revenons un peu en arrière. J'ai grandi à la campagne, fille unique, surprotégée par mes parents, d'une timidité maladive et sans grande confiance en moi. Mais à l'âge de 19 ans, je décide de partir seule en Écosse. Et en rentrant de ce premier voyage, j'ai trouvé l'inspiration et l'énergie d'accomplir davantage, grâce aux rencontres faites en chemin. En voyageant, j'ai découvert que j'étais capable de me débrouiller toute seule et de parler à des inconnus, alors que le monde me semblait si dangereux. En voyageant, je me suis sentie à ma place, pourtant si loin de chez moi, et sans véritable repère. Un peu paradoxal, non ? Mais alors, comment moi, qui étais si timide et qui me perdais dans mon propre quartier en arrivant à Paris, suis-je devenue celle qui n'a peur de rien et part sans réfléchir à la rencontre d'inconnus ? Alors, chers amis voyageurs, je vous emmène pour un périple autour de quelques histoires. Après l'Écosse, j'ai visité quelques pays en Europe, seule, et je me suis dit qu'il serait bon d'élargir mes horizons, de repousser mes frontières à la fois géographiques et mentales. Je voulais partir au Maroc. Seul problème, je suis une femme. Attendez, je répète, je suis une femme. Parce que je suis une femme, tout le monde, ma famille, mes amis et aussi Internet me dit qu'il est bien trop dangereux de partir seule. Il préférait que j'ai un bon copain bien costaud pour m'accompagner et me protéger. Mais me protéger de quoi ? Alors, je suis trop curieuse et je décide de partir d'abord pour Tanger. J'arrive à Tanger, méfiante, vigilante, mais surtout impatiente. Et oui, parce que je suis une femme, j'ai eu quelques galères, des mauvaises rencontres, mais ça n'a pas empêché cette expérience d'être inoubliable. C'était par exemple ce marchand de tapis qui, au coin d'une rue, m'invite à prendre le thé et avec qui je discute pendant plusieurs heures. Au Maroc, je me rends à Fès. Et à ce moment-là, j'ai un plan, une idée. Partir à la découverte du sud du pays. Mais pour ça, j'ai besoin d'une voiture. Et aussi de compagnons de route parce que je n'ai pas trop de moyens. À peine arrivée, je rencontre Daniel, un Brésilien, Drake, un Américain, et Tilen, un Slovène. 3 hommes. 3 hommes que je connais depuis à peine 24 heures. Et pourtant, je sens que je peux leur faire confiance. Pendant 2 semaines, nous partons à la découverte du pays. Nous traversons les montagnes enneigées de l'Atlas, découvrons les plaines arides de la région de Ouarzazate et nous dormons chez l'habitant, mais aussi dans le désert du Sahara, à la Belle Étoile. Ça fait un peu rêver, non ? Et puis nous finissons par gagner les montagnes de la région d'Imilchil, des montagnes isolées, où nous rencontrons un jeune berbère qui parle anglais et propose de nous faire visiter un petit peu. Et là, nous croisons des enfants qui jouent au foot dans la rue. Le ballon passe chez un voisin. Celui-ci vient le rapporter. Et dès qu'il voit nos têtes d'étrangers, il nous propose de venir boire le thé chez lui. Alors, on accepte. Et il nous présente à sa famille, notamment à sa tante Fatma. Fatma, une merveille. Une dame âgée, avec un visage magnifique, arborant un tatouage berbère, des yeux d'un noir profond et malicieux. Assise autour du thé, Fatma tente de m'apprendre quelques mots de berbère et elle me fait des blagues surtout. Malgré son grand âge, elle n'a perdu ni sa vivacité, ni sa malice. C'est une jeune fille dans un corps de vieille dame. Et c'est à ce moment-là que je comprends tout l'intérêt du voyage. Grâce à l'enchaînement de ces hasards et de toutes ces petites rencontres, je suis arrivée jusqu'à elle, ce moment de poésie. Et je suis surprise par l'hospitalité de ces gens si bienveillants
qui partagent de leur pain et de leur temps sans rien attendre en retour, et ce, malgré la barrière de la langue et les différences culturelles. Alors, forte de cette première expérience, je décide que je repartirai bientôt. Mais cette fois, je veux encore repousser mes limites géographiques et surtout mentales. L'Inde. La culture indienne me fascine depuis longtemps. Mais un grand problème se pose encore une fois. Je connais la mauvaise réputation du pays, si dangereux. Et en particulier pour les femmes, bien entendu. Tout le monde s'inquiète. Et moi, je me dis que ce sera un défi. Que je vais prouver à tout le monde que c'est possible. Et ce sera la promesse aussi d'une vraie aventure. En juillet 2018, me voilà dans l'avion. J'arrive dans la ville d'Amritsar, au nord de l'Inde, près du Pakistan. C'est un dépaysement total, un choc. De la conduite effrénée du chauffeur de taxi jusqu'aux vaches qui se baladent tranquillement dans la rue. Alors oui, ça peut sembler cliché, mais c'était ça l'Inde pour moi. Et c'est un échec. Je devais rester 2 mois. Je ne passe que 15 jours en Inde. Parce que je tombe malade, je suis épuisée. Et surtout, les regards des gens très curieux me rendent vulnérable dans la rue quand je me promène. L'Inde est un échec parce qu'il n'y a pas eu ces rencontres providentielles qui font la beauté du voyage et tout son intérêt. Et puis, dans mon isolement, j'ai compris que le voyage était aussi une façon de se mettre à l'épreuve, une façon de se découvrir un peu soi-même. En rentrant à Paris, j'ai lu L'usage du monde de Nicolas Bouvier, un grand écrivain et voyageur suisse qui disait « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait et vous défait. Le voyage vous défait. C'est une façon de réapprendre, de désapprendre des autres et de soi. Une façon de se remettre en question et de se poser des questions, beaucoup de questions. Et je comprends qu'à présent, le voyage sera tout à fait différent. Mais mordu de l'Asie, je veux y retourner dès que possible. En avril, cette année, je me rends au Vietnam. À peine arrivée dans les rues de Hanoï, tout n'est qu'émerveillement. Ce sont les gens qui me saluent parfois au détour d'une rue, pour me dire avec un sourire. Ou bien l'agitation, et puis le calme soudain des petites ruelles, les marchés. Et aussi cette petite fille qui mangeait son bol de nouilles, assise dans une échoppe, avec sa belle petite bouille, un jour de pluie. Mais si je suis au Vietnam, c'est parce que j'ai un projet. Partir explorer les montagnes du nord, près de la frontière avec la Chine, afin de rencontrer les ethnies qui vivent là-bas et qui ont une culture, des cultures vraiment riches et diverses. Le seul problème, c'est que pour faire cela, il faut conduire une moto. Je n'ai jamais conduit de moto de toute ma vie. J'ai à peine 2 ans de permis voiture. Et j'ai cette idée folle. Mais un beau soir, je rencontre Farid qui vient d'arriver dans mon auberge de jeunesse. 40 ans, avec un parcours assez atypique, biker, professeur d'anglais et cuisinier. Farid me propose de m'apprendre, mais pas n'importe quand. Il me réveille à 1h du matin, parce qu'à ce moment-là, les rues de Hanoï sont désertes. Autrement, l'agitation est totale et c'est dangereux. Alors j'accepte et je me lance. Je suis nerveuse, j'ai vraiment très peur. Et puis en 40 minutes, pas moins, je sais conduire une moto. Parce je décide de me lancer sur ce circuit. Je prends un bus, j'arrive dans le nord du pays, je loue la moto. 700 kilomètres de route, seule, dans la montagne, vertigineuse et défoncée. Mais j'avance à mon rythme, tout va bien.
Je dors dans des villages où les gens me reçoivent et surtout me saoulent joyeusement à l'alcool de riz et me forcent à chanter au karaoké aussi. Et puis, avec quelques mots de vietnamien, un peu d'anglais et beaucoup de gestes surtout, on tente de se comprendre et on se comprend. On partage des instants de rire, de joie, on mange, on boit. Et je comprends que c'est aussi ça le voyage, partager toujours et encore. Et cela pour moi n'a été possible que parce que j'ai réussi à faire preuve d'audace. Le voyage est une façon de se découvrir plus audacieux, plus libre et surtout plus vivant. Alors, mes chers amis voyageurs, laissez-moi vous emmener dans notre dernière destination, la Thaïlande. Alors oui, je sais, je suis beaucoup restée en Asie. Cet été, je décide que je veux voir ce que la Thaïlande a à m'offrir, car c'est un pays très touristique et je veux m'éloigner des sentiers battus. Alors, toujours grâce à Farid, je peux de nouveau louer une moto. Mais cette fois, je pars pour 900 km, seule dans la montagne également, dans une région au nord, près de la Birmanie. Et les routes sont encore plus effrayantes et bien sûr mouillées parce que c'est la mousson. Je conduis sous la pluie. Une charmante expérience. Et je fais ça parce que je veux rencontrer les Karen. Les Karen sont un peuple qui vit donc dans cette région, qui a été forcé de fuir la Birmanie, d'où ils sont originaires, parce qu'ils ont été persécutés par le gouvernement. Et les Karen sont aussi connus parce que les femmes portent des colliers pour s'allonger le cou. Et il y a quelque chose qui me trouble. Les Karen ont un statut de réfugiés politiques, mais ils sont aussi considérés en quelque sorte comme une attraction touristique. Alors, je veux comprendre et je me dis qu'il est temps d'y aller, de rencontrer ces personnes. J'enfourche ma moto, je traverse les routes qui sont dans la jungle, je parcours des routes parfois inondées. J'ai bien failli me casser la figure plusieurs fois, je vous avoue, et puis il y avait beaucoup de boue aussi. J'étais tout le temps sale. Et puis, je finis par arriver dans ce village où je rencontre Miu Miu. Miu Miu, c'est une jeune femme de 19 ans, pas timide du tout, avec qui j'échange sur sa culture, mais aussi sur ses projets, ses passions, et sa famille finit par me proposer de passer la nuit chez eux, dans leur petit village au milieu de la jungle. Et ça peut paraître exotique, mais je me dis que c'est juste une belle opportunité de rencontrer des gens qui vivent un peu différemment de moi. Avec Miu, nous préparons le dîner et nous parlons encore et encore. Nous jouons de la guitare, on s'apprend des choses. Et puis, je me demande, je réfléchis. Miu a un toit, de quoi manger, l'électricité entre 20h le soir et 5h le matin. Elle va à l'école encore, elle suit des cours, mais la situation de sa communauté est très précaire. Et dire que je suis venue de si loin, alors que Miu, elle, est confinée dans un petit périmètre, parce qu'elle n'a pas de papier taille, parce que la situation est encore très complexe. En effet, elle doit rester dans cette région sans pouvoir sortir. Et le tourisme lui semble être la seule fenêtre vers le monde extérieur. Alors moi, je dois repartir, le cœur lourd un peu. Et puis, je me dis que le voyage en Thaïlande prend sens dans ces lieux perdus, loin de la foule, de ses excès et de ses mots. Mes chers amis voyageurs, notre périple s'arrête ici. Et retenons bien une chose. Tisser des liens, si fragiles soient-ils, tenter de comprendre des réalités différentes de la sienne et sans cesse se remettre en question, voilà l'essence véritable du voyage, selon moi. Et être une femme n'empêche pas de voyager. Ça n'empêche pas de réaliser ses rêves, bien au contraire. J'ai rencontré de nombreuses femmes sur ma route qui partagent des histoires encore plus surprenantes et incroyables que les miennes. Des femmes qui, hier, sont parties explorer notre monde, qui, en ce moment même où je vous parle, sont en train de le parcourir, et qui, demain,
partiront encore. Ce sera peut-être vous. Et puis, je me souviens encore de ma mère qui me disait « Mais voyons, Hélène, tu n'as que 20 ans. Tu es jeune, tu as tout le temps de voyager. Aujourd'hui, j'en ai 22. Et je suis bien contente de ne pas l'avoir écoutée, trop têtue. Alors, soyez têtue. Si vous avez l'opportunité de partir, saisissez cette chance. Parce que voyager a été la meilleure décision que j'ai prise jusqu'ici. Alors, quand tenterez-vous l'aventure ? Merci.